Avril 1558. La femme la plus puissante de l'Empire ottoman se tord dans l'agonie. Des convulsions déchirent son corps, les vomissements ne cessent pas. Elle crie de douleur, mais personne n'ose entrer dans ses appartements. Après 6 heures de supplice, Hürrem Sultan, la femme qui pendant 30 ans a régné sur le plus grand empire du monde, meurt dans une solitude absolue. La version officielle parle d'une maladie soudaine. Mais il y a un problème. Sulayman le Magnifique, l'homme qui a renoncé à des centaines de concubines pour elle, qui a brisé une tradition vieille de 3 siècles pour l'épouser, qui a fait exécuter son propre fils à sa demande, cet homme interdit l'autopsie. Il ordonne qu'on l'enterre le jour même sans les cérémonies traditionnelles. Et le plus terrible, il ne vient même pas faire ses adieux à l'amour de toute sa vie. Pourquoi? Que s'est-il passé dans les derniers jours de la vie d'Hürrem pour que le sultan le plus amoureux de l'histoire ne puisse même pas regarder son corps? Aujourd'hui, je vais vous parler de 4 personnes, chacune ayant une raison de tuer Roxelana. 4 versions qui glacent le sang dans les veines. Et d'une lettre qui aurait pu révéler la vérité, mais qui a disparu pour toujours. Car ce que je vais vous raconter maintenant n'est pas simplement une histoire, c'est le crime parfait. Un crime commis au sommet même du pouvoir. Et le meurtrier est resté impuni jusqu'à aujourd'hui. Imaginez, avril 1558. Istanbul est plongé dans la douceur du printemps. Le palais de Topkapi est rempli du parfum des jardins en fleurs. Hürrem Sultan, âgé d'environ 55 ans, se trouve au sommet de sa puissance. Ses fils gouvernent des provinces. Sa fille Mihrima est la femme la plus riche de l'empire. Son gendre, Rustem Pacha, est le grand vizir. Elle contrôle absolument tout. Et soudain, le 15 avril, de manière totalement inattendue, elle tombe malade. Les premiers symptômes semblent bénins. Un léger malaise, de la fatigue. Mais dès le lendemain, son état se détériore brutalement. De violents vomissements commencent, des convulsions, des douleurs abdominales insupportables. Hürrem se tord sur sa couche, elle crie, elle supplie qu'on l'aide. On fait venir les meilleurs médecins de l'Empire. Mais voici ce qui est étrange. Les archives de la cour de l'époque rapportent que les médecins sortaient de ces appartements dans une profonde confusion. Ils ne pouvaient pas poser de diagnostic, ou plutôt, ils avaient peur de le poser, car les symptômes étaient trop familiers pour quiconque vivait au palais. C'étaient les symptômes d'un empoisonnement. Et maintenant, écoutez bien, c'est précisément à ce moment-là que commence le véritable mystère. Sulayman, qui était toujours auprès d'Hürrem, qui même pendant les campagnes militaires trouvait le temps de lui écrire 3 lettres par jour, qu'il appelait « Mon soleil, ma lune, ma vie », cet homme n'apparaît pas à son chevet. L'ambassadeur vénitien Marco Antonio Barbaro, qui se trouvait alors à Istanbul, écrit dans un rapport envoyé chez lui une phrase qui donne la chair de poule. Le sultan ne souhaite pas voir sa femme mourante. On dit qu'il s'est passé entre eux quelque chose d'horrible. Que pouvait-il bien se produire entre 2 personnes qui étaient inséparables depuis 35 ans? Hürrem meurt le 18 avril après 3 jours de souffrance insupportable. Et c'est alors que commence quelque chose qui ne s'explique par aucune logique. Le sultan ordonne qu'on l'enterre immédiatement, le jour même, sans les 3 jours traditionnels de cérémonie d'adieu, sans laisser au sujet de l'Empire la possibilité de faire leurs adieux à leur légendaire Haseki Sultan. Il interdit l'autopsie, alors que c'était pourtant la procédure habituelle lorsqu'un membre de la famille impériale mourait. Il ordonne également de brûler tous les objets personnels d'Hürrem dans les appartements où elle est morte. Pourquoi? L'ambassadeur de France, Gabriel de Ramon, mentionne un détail encore plus glaçant. Le corps de Roxelana fut sorti du palais dans un cercueil fermé, scellé du sceau personnel du sultan. Personne n'eut le droit de la regarder, pas même sa propre fille. Même Mihrima n'eut pas la permission de faire ses adieux à sa mère, si ce n'était qu'une simple maladie. Pourquoi une telle précipitation? Pourquoi un tel secret? Pourquoi ces mesures absolument sans précédent? Et maintenant, voici le détail le plus choquant. Le médecin personnel d'Hürrem, Moïse Ben David, qui l'avait soigné pendant ces 3 derniers jours, disparaît du palais le lendemain même de sa mort. Il disparaît tout simplement. On ne le revoit plus jamais dans tout l'Empire ottoman. Les archives ottomanes montrent qu'il apparaît à Venise 3 mois plus tard. Riche, très riche. Qui l'a payé pour se taire? Et surtout, se taire à propos de quoi? Car si le médecin savait
que Hurrem avait été empoisonné, s'il avait vu les signes caractéristiques, s'il comprenait ce qui se passait, alors son silence valait une fortune entière. Et quelqu'un a payé cette fortune. Mais ce n'est que le début du mystère. Car lorsque les historiens ottomans, des siècles plus tard, ont commencé à étudier les archives de cette période, ils ont découvert quelque chose d'encore plus étrange. Absolument toutes les lettres personnelles d'Hurrem écrites durant le dernier mois de sa vie avaient été détruites. Elles n'existent tout simplement plus, alors que sa correspondance des années précédentes a été presque entièrement conservée. Les 4 dernières semaines avant sa mort, c'est un vide absolu. Quelqu'un a méthodiquement parcouru les archives et effacé toutes les traces. Et savez-vous ce qu'il y a de plus terrifiant dans tout cela ? Seules 4 personnes avaient accès aux archives impériales. Le sultan lui-même, le grand vizir Rustem Pacha, le chef des eunuques du harem et le secrétaire personnel du sultan. Lequel d'entre eux a effacé les dernières paroles d'Hurrem de la face de l'histoire ? Et surtout, que contenaient ces lettres pour que leur destruction devienne une question de vie ou de mort ? Mais avant de vous parler du premier suspect, de la femme qui avait juré sur la tombe de son fils de se venger d'Hurrem, quoi qu'il en coûte, vous devez comprendre une chose. Ce que vous entendez maintenant n'est pas une théorie du complot, ce sont des faits. Des faits tirés des archives vénitiennes, françaises et ottomanes. Des témoignages d'ambassadeurs qui n'avaient aucune raison de mentir. Et ce n'est que la pointe de l'iceberg. Si vous voulez connaître toute la vérité sur les sombres secrets de l'Empire ottoman, sur les mystères restés cachés pendant des siècles, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Car dans la prochaine vidéo, je vous raconterai une histoire encore plus choquante. Ce qui s'est réellement passé avec le prince Mustapha cette nuit fatidique. Et pourquoi son exécution n'était pas simplement un meurtre, mais une partie d'un plan monstrueux qui a changé le destin de toute la dynastie. Ne manquez pas cela. Et maintenant, parlons du premier suspect. De la première personne qui avait toutes les raisons de souhaiter la mort d'Hurrem. Une femme qui avait tout perdu à cause d'une esclave aux cheveux roux. Son nom signifie « lune de beauté », Mahidevran Sultan, le premier amour de Suleiman, la mère de son premier fils. La femme qui aurait dû devenir Valide Sultan, la mère du futur Padishah. Mais dans les années 1520, une jeune esclave venue d'Ukraine fut amenée au palais. Et la vie de Mahidevran se transforma en cauchemar. Au début, Suleiman cessa simplement de venir la voir. Puis Hurrem donna naissance à un fils, puis à un autre. Et ensuite, Hurrem obtint l'impossible. Le sultan l'épousa, pour la première fois en 300 ans dans l'histoire de la dynastie. Quant à Mahidevran et à son fils Mustapha, ils furent envoyés dans la province de Manissa, loin de la capitale, loin du pouvoir. En exil, Mahidevran y passa 30 ans. 30 ans à élever son fils, 30 ans à le préparer à devenir sultan, 30 ans à vivre d'un seul espoir, que la justice triomphe, que son Mustapha, le brillant commandant, favori des janissaires, monte un jour sur le trône. Alors elle reviendrait au palais, elle deviendrait Valide Sultan, et elle forcerait Hurrem à s'incliner devant elle. Mais en 1553, l'impensable se produit. Suleiman, poussé par Hurrem et par le grand vizir Rustem Pacha, fait appeler Mustapha dans sa tente. Le prince arrive sans armes, faisant confiance à son père. Et là, sous les yeux même de Suleiman, des bourreaux muets étranglent l'héritier du trône âgé de 38 ans. Mustapha meurt en appelant son père. Mais Suleiman ne bouge pas. Quand Mahidevran apprend la nouvelle, elle pleure sans s'arrêter pendant 3 jours. On raconte que ses cris résonnaient dans tout le palais de Manisa. Elle déchirait ses vêtements, griffait son visage jusqu'au sang, frappait sa tête contre les murs. Puis, le silence est tombé. Un silence terrible, un silence glacial. L'espion vénitien Antonio Danini, présent à Manissa à cette époque, envoie à Venise un rapport qui glace le sang. Mahidevran Sultan se tient chaque jour à l'aube devant la tombe de son fils. Elle ne pleure pas, elle murmure quelque chose. Les habitants disent qu'elle lance des malédictions. Elle a juré qu'Hurrem ne mourrait pas de mort naturelle, qu'elle paierait le sang de Mustapha avec son propre sang. 5 années passent, 5 ans que Mahidevran attend, 5 ans qu'elle prépare quelque chose. Et voici ce que nous savons avec certitude. 1 mois avant la mort d'Hurrem, l'une de ses servantes, une jeune femme nommée Esma, obtient la permission de quitter le palais de Topkapi pour rendre visite à sa sœur malade. C'est consigné dans les registres du palais. Mais l'endroit où elle s'est réellement rendue
c'est une toute autre histoire. L'espion français Pierre Gilly écrit dans ses mémoires une phrase que les historiens discutent encore aujourd'hui. La servante de Roxelana a été aperçue dans l'ancien palais où réside Maï d'Evran, tombée en disgrâce. Que faisait là une servante de confiance de la Hazeki Sultan? Pourquoi rencontrait-elle en secret l'ennemi juré de sa maîtresse? Esma revient au palais de Topkapi 3 jours plus tard. Et 2 semaines après, Hurrem tombe malade. Une coïncidence? Mais voici quelque chose d'encore plus étrange. Après la mort d'Hurrem, cette servante disparaît elle aussi. Elle s'évanouit simplement dans la nature. Les archives du palais montrent qu'on lança un avis de recherche, mais on ne la retrouva jamais. En revanche, on trouva autre chose. Dans sa chambre, on découvrit des pièces d'or. Beaucoup de pièces d'or. Une somme qu'une simple servante n'aurait jamais pu accumuler de toute sa vie. Quelqu'un l'a payée, et il l'a payée très généreusement. Pourquoi faire? Maintenant, imaginez Maï d'Evran. Une femme qui a tout perdu. Une femme qui a vécu 30 ans en exil. Une femme qui a vu son fils unique être étranglé sous ses yeux. Une femme qui savait que Hurrem en était responsable. Elle avait un mobile absolu. Elle avait l'opportunité, évidemment, par l'intermédiaire d'une servante achetée. Et les moyens? Sans aucun doute. En tant que mère d'un prince, elle possédait une immense fortune. Mais surtout, elle avait la connaissance. Maï d'Evran avait passé des décennies au palais. Elle connaissait tous les secrets du harem. Elle savait comment verser du poison sans être remarquée. Comment faire en sorte qu'une mort paraisse naturelle. Elle avait vu d'autres le faire. Peut-être même l'avait-elle fait elle-même. Et il existe encore un détail qu'on ne peut pas ignorer. Après la mort d'Hurrem, Maï d'Evran vécut encore 7 années. Et les sources vénitiennes affirment que dans les dernières années de sa vie, elle était calme, apaisée. Elle ne maudissait plus. Elle ne pleurait plus sur la tombe de son fils. Comme si quelque chose en elle s'était enfin apaisé, comme si la justice avait été rendue. L'historien ottoman Mustafa Ali, qui recueillit les témoignages de cette époque, note une phrase étrange. On raconte que Maï d'Evran, sultan, avant de mourir, aurait dit à ses servantes « Je peux mourir en paix. La dette est payée. » Quelle dette? Une dette de vengeance. Imaginez maintenant le crime parfait. Maï d'Evran se trouve à des centaines de kilomètres d'Istanbul. Elle n'est nulle part à proximité. Elle ne pouvait pas empoisonner Hurrem elle-même, mais elle pouvait payer. Elle pouvait trouver quelqu'un qui le ferait à sa place, une servante qui a besoin d'argent, une servante qui a accès aux appartements d'Hurrem, une servante qui peut verser du poison dans la nourriture, dans le vin, dans un médicament, lentement, goutte après goutte, pour que la mort semble naturelle. Et ensuite, la servante disparaît. Elle reçoit son paiement et se cache. Peut-être que Maï d'Evran l'a même aidée à s'enfuir. Peut-être l'a-t-elle cachée quelque part dans une province, ou même envoyée à l'étranger. Aucune trace, aucune preuve, aucun indice. Seulement Hurrem, morte, et Maï d'Evran soulagée. Mais cette théorie a un problème, un énorme problème. Si Maï d'Evran a vraiment tué Hurrem par l'intermédiaire d'une servante corrompue, alors pourquoi Suleiman s'est-il comporté de manière si étrange? Pourquoi n'est-il pas venu dire adieu à sa femme? Pourquoi a-t-il ordonné de l'enterrer si rapidement? Pourquoi a-t-il interdit l'autopsie? N'aurait-il pas dû exiger une enquête? N'aurait-il pas dû chercher le meurtrier de l'amour de sa vie, à moins qu'il ne sache déjà qui était le meurtrier, et qu'il ait eu peur qu'une enquête ne mène à quelqu'un de très proche de lui, à quelqu'un qu'il ne pouvait pas punir, même en connaissant la vérité. Mais qui cela pouvait-il être? Qui était si proche de Suleiman, si protégé, que même un soupçon du meurtre d'Hurrem n'aurait pas pu lui nuire? Son nom signifie « soleil et lune ». Mirima Sultan, la seule fille de Suleiman et d'Hurrem. Une princesse née de l'amour, élevée dans le luxe, destinée à la grandeur, et une femme qui avait toutes les raisons de haïr sa propre mère. Revenons en arrière, en l'an 1539. Mirima a 17 ans, sa beauté est en pleine floraison, elle est amoureuse, follement amoureuse. Mais de qui? D'Ibrahim Pacha, le meilleur ami et le grand vizir de son père. Oui, il était plus âgé. Oui, il était marié. Mais cela a-t-il déjà arrêté un véritable amour dans le palais ottoman? L'ambassadeur vénitien Bernardo Navaggero écrit en 1553 un témoignage révélateur. La princesse Mihrima nourrissait de tendres sentiments pour Ibrahim Pacha. Tout le palais le savait.
Tout le monde, y compris sa mère. Et que fait Hurrem? Elle organise l'exécution d'Ibrahim. En 1536, bien avant toute histoire d'amour avec Mirima. Mais la jeune fille grandissait, elle entendait les récits, elle savait que sa mère avait fait exécuter un homme qu'elle aurait pu aimer. Puis, en 1539, Hurrem fait quelque chose d'encore pire. Elle marie Mihrima. Mais à qui? À Rustem Pacha, son propre protégé, l'homme qu'elle a elle-même placé au poste de grand vizir. Un homme 2 fois plus âgé que la princesse. Un homme qui souffrait d'une maladie de peau qui lui donnait une odeur désagréable. Et un homme qui n'était loyal qu'à une seule personne, Hurrem. Mihrima tente de résister. Elle pleure. Elle supplie son père. Elle tombe à genoux devant sa mère. Mais Hurrem reste inflexible. Ce mariage était nécessaire pour ses plans. Rustem doit entrer dans la famille impériale afin de consolider son pouvoir. Quant aux sentiments de sa fille, ils n'ont aucune importance. Le mariage est célébré avec une splendeur jamais vue. Suleiman dépense une fortune entière pour les festivités. Et Mihrima se tient dans sa robe de mariée, les yeux vides. Un chroniqueur ottoman écrit « La princesse n'a pas souri une seule fois pendant toute la journée. Elle ressemblait à une condamnée. Ainsi elle épouse Rustem. Elle vit avec lui. Elle lui donne des enfants. Mais est-elle heureuse ?» L'ambassadeur de France écrit en 1555 « Mihrima, sultane et son mari vivent dans le même palais, mais dans des parties différentes. Ils se parlent rarement. La princesse passe ses journées dans ses appartements, entourée de ses servantes, et pleure souvent devant Hurrem. Et pourtant, Hurrem continue de contrôler. Elle s'immisce dans la vie de sa fille. Elle la critique, elle lui dicte comment vivre, qui voir, quoi faire. Mihrima est une femme adulte, mère d'enfants, l'une des femmes les plus riches de l'Empire. Mais pour Hurrem, elle reste une marionnette, et entre elles, un abîme grandit. Les sources vénitiennes mentionnent quelque chose de choquant. Durant la dernière année de la vie d'Hurrem, la mère et la fille ne se parlaient presque plus. Mihrima avait cessé de rendre visite à sa mère. Elle avait cessé de lui écrire des lettres. Même lors des repas familiaux, elle restait assise dans un silence glacé. Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui a pu détruire à ce point la relation entre une mère et sa fille? Nous ne le savons pas. Toutes les lettres ont été détruites, vous vous souvenez. Mais il existe des indices étranges, terrifiants. Un chroniqueur ottoman note une rumeur qui circulait au palais. La princesse Mihrima aurait découvert quelque chose à propos de sa mère, quelque chose de si terrible qu'elle n'a jamais pu lui pardonner. Qu'était-ce? Peut-être la vérité sur l'exécution de Mustapha. Peut-être un autre secret? Un secret dont nous n'avons même pas idée. Et maintenant, écoutez bien, regardons les faits. Mihrima avait un accès illimité aux appartements de sa mère. Elle pouvait entrer et sortir quand elle le voulait. Personne n'aurait jamais soupçonné une princesse d'un acte aussi sombre. Mihrima était une femme instruite. Elle connaissait les herbes, elle connaissait les remèdes. Au palais, elle possédait sa propre bibliothèque, et les sources vénitiennes mentionnent qu'elle s'intéressait à la médecine et à l'alchimie. Mihrima était riche, incroyablement riche. Elle pouvait acheter le silence de n'importe qui, corrompre un médecin, payer des servantes pour qu'elle ne voie rien de suspect. Mais surtout, Mihrima avait un mobile. Imaginez que toute votre vie vous viviez dans l'ombre de votre mère, qu'elle ait détruit votre amour, qu'elle vous ait marié à un homme que vous n'avez pas choisi, qu'elle contrôle chacun de vos pas, chacune de vos décisions, que vous ne soyez jamais libre tant qu'elle est en vie. Une telle femme ne pourrait-elle pas finir par se briser? Ne pourrait-elle pas décider que la seule manière de se libérer est de la faire disparaître? Et voici ce qui se passe après la mort d'Hurrem. Mihrima hérite de toute la fortune de sa mère, de toutes ses richesses, de toutes ses terres, de tous ses bijoux. Elle devient la femme la plus riche de l'Empire ottoman. Elle s'installe dans un nouveau palais, un palais immense, somptueux, construit par le grand architecte Sinan. Elle y vit dans un luxe inouï, entourée de centaines de serviteurs. Et selon les témoignages de ses contemporains, elle semble enfin heureuse. L'ambassadeur vénitien écrit en 1559 « Mihrima, sultane, semble avoir renaître après la mort de sa mère. Elle sourit, elle rit, elle donne des réceptions, comme si un lourd fardeau avait été retiré de ses épaules. Quel fardeau? Le fardeau du contrôle ou le fardeau de la culpabilité? Mais il existe un détail qui ne cesse de troubler les historiens. Un détail étrange, inexplicable.
Un an après la mort de Hurrem, Mihrimah fait construire une mosquée magnifique, érigée en l'honneur de sa mère. Elle y dépense des sommes immenses. Elle en fait l'une des plus belles mosquées d'Istanbul. Pourquoi? Pourquoi quelqu'un qui aurait peut-être tué sa propre mère construirait-il une mosquée en son honneur? Est-ce une expiation, une tentative de racheter un péché, ou simplement une mise en scène pour que personne ne la soupçonne? Ou peut-être, Mihrimah n'a-t-elle jamais tué sa mère? Peut-être savait-elle seulement qu'il avait fait, et elle a gardé le silence, parce que cela l'arrangeait, parce que tant que tout le monde croyait que Hurrem était morte de maladie, personne ne lançait d'enquête, et Mihrimah recevait l'héritage et la liberté. Mais si elle savait, qui était cet homme dont elle protégeait le secret? Et pourquoi a-t-elle choisi le silence plutôt que la justice? Peut-être parce que cette personne était si proche d'elle que révéler la vérité l'aurait détruite elle-même. Qui cela pouvait-il être? Qui était si étroitement lié à Mihrimah qu'elle préféra couvrir le meurtre de sa propre mère? La réponse à cette question nous mène au troisième suspect. Un homme maître des intrigues, génie des poisons et gendre d'Hurrem. On l'appelait le grand vizir aux 1000 visages, Rustem Pacha. Un homme qui s'est élevé du plus bas rang jusqu'au sommet du pouvoir. D'un simple soldat croate, il est devenu l'un des hommes les plus puissants de l'Empire ottoman. Et tout cela grâce à une seule femme, Hurrem. C'est elle qui a vu son potentiel. C'est elle qui l'a fait monter les échelons du pouvoir. C'est elle qui a arrangé son mariage avec sa propre fille, faisant de lui un membre de la famille impériale. Rustem était sa création, son arme, son exécuteur parfait. Quand Hurrem voulait éliminer le prince Mustapha qui a orchestré l'affaire Rustem. Pendant des années, il a tissé des intrigues. Il a présenté à Suleiman de prétendues preuves de la trahison de son fils. Il a murmuré à son oreille. Il a semé le doute. Et lorsqu'il fallait empoisonner un vizir gênant, qui s'en chargeait? Rustem. Il possédait tout un réseau d'informateurs, d'espions et d'empoisonneurs. L'ambassadeur vénitien Marco Antonio Barbaro écrit à son sujet « Rustem Pacha est l'homme le plus dangereux de l'Empire. Il connaît tous les poisons, toutes les façons de tuer un homme de sorte que cela ressemble à une mort naturelle. Sous son autorité, plus de personnes moururent que sous n'importe quel autre vizir dans toute l'histoire. Et pendant tout ce temps, Rustem resta absolument fidèle à Hurrem. Il exécutait chacun de ses ordres. Il était son ombre, sa main, son épée. Mais, et si un jour, cette épée s'était lassée de servir? Regardons la vérité en face. Rustem était un génie, un administrateur brillant, un commandant talentueux, un esprit aiguisé. Mais Hurrem le traitait comme un serviteur, comme un simple instrument. Les chroniques ottomanes regorgent d'histoires racontant comment Hurrem humiliait Rustem. Elle pouvait lui crier dessus devant tout le conseil. Elle pouvait annuler ses décisions d'un seul mot. Elle pouvait l'obliger à faire des choses qu'il jugeait mauvaises. Et il supportait tout cela, parce que sans Hurrem, il n'était rien. Son pouvoir ne tenait que grâce à son soutien. Mais en 1557, quelque chose d'intéressant se produit. Suleiman commence à vieillir, il a déjà plus de 60 ans. Sa santé décline, il tombe malade de plus en plus souvent. Et l'héritier du trône, Selim, le fils d'Hurrem, est faible, malade, dépendant de l'alcool. Et Rustem comprend une chose, si Hurrem meurt et que Selim devient sultan, qui gouvernera réellement l'Empire? Lui, Rustem Pacha, parce que Selim est incapable de gouverner. Il boit du vin du matin jusqu'au soir, malgré l'interdiction de la charia. Il est faible de caractère. Il dépendra forcément d'un grand vizir puissant. Mais tant que Hurrem est en vie, elle contrôlera Selim. Et elle contrôlera aussi Rustem. Elle gouvernera par l'intermédiaire de son fils. Et Rustem restera une marionnette, à moins qu'elle ne disparaisse. Les sources vénitiennes signalent quelque chose d'étrange. Quelques mois avant la mort d'Hurrem, les relations entre elle et Rustem se détériorent. Ils commencent à se disputer. À la cour, des rumeurs circulent. Hurrem serait mécontente du vizir. Elle envisagerait de le remplacer. Le remplacer après toutes ces années de service, après qu'il a fait exécuter le prince Mustapha pour elle, après qu'il a fait tout ce qu'elle voulait. Imaginez un instant que vous soyez Rustem. Vous voyez que la femme à laquelle vous avez consacré votre vie est prête à vous jeter comme un chiffon usé, que tout ce que vous avez construit peut disparaître en un seul instant de colère. Que feriez-vous? Et souvenons-nous d'une chose, Rustem était un expert en poison.
Il connaissait tous les toxiques, il savait comment les administrer discrètement, comment faire en sorte qu'une mort semble naturelle. Il avait accès à Urem, il était marié à sa fille, il était un invité fréquent dans ses appartements, il avait des contacts avec les apothicaires, avec les médecins, avec ceux qui préparaient la nourriture au palais. Et surtout, il avait un mobile, la liberté, le pouvoir, la possibilité de devenir enfin ce qu'il estimait mériter, le véritable dirigeant de l'Empire, et non plus la marionnette de quelqu'un d'autre. Et voici ce qui se produit après la mort d'Urem. Rustem ne reste pas seulement grand vizir. Son pouvoir double, puis triple. 8 ans plus tard, en 1566, Sélim devient sultan, et Rustem devient réellement le dirigeant de facto de l'Empire. C'est lui qui prend toutes les décisions. Il contrôle l'armée, les finances, la politique étrangère. Pendant que Sélim boit et se divertit dans le harem, Rustem gouverne le plus grand empire du monde. L'ambassadeur vénitien écrit en 1567 « Rustem Pacha est le véritable sultan de l'Empire ottoman. Sélim n'est qu'un homme assis sur le trône. Un résultat parfait pour un homme qui a passé toute sa vie dans l'ombre. Mais il existe un détail troublant. Rustem meurt en 1561, 3 ans après Urem, d'une étrange maladie. Les symptômes sont très semblables à ceux qu'avait Urem. Vomissements, convulsions, douleurs. Et les chroniqueurs ottomans notent une phrase étrange. On raconte que, avant de mourir, Rustem Pacha murmurait quelque chose à propos du pardon, à propos des péchés. De quel péché parlait-il? Peut-être n'était-ce que la confession d'un homme mourant. Peut-être se souvenait-il simplement de tous les crimes de sa vie. Et ils étaient nombreux. Mais peut-être pensait-il à un seul crime, un crime précis, celui qui tourmentait le plus sa conscience, le meurtre de la femme qui l'avait fait devenir ce qu'il était. Mais il y a une question encore plus troublante. Si Rustem a réellement empoisonné Urem, alors qui l'a empoisonné, lui, 3 ans plus tard? Une vengeance? La justice? Ou quelqu'un qui éliminait un témoin? Car il y a encore une autre personne dans cette histoire. Une personne qui a gagné plus que tous les autres à la mort d'Urem. Un homme qui semble pourtant le moins probable des assassins. Mais parfois, les suspects les plus improbables sont les plus dangereux. Et maintenant, je vais dire quelque chose qui va vous couper le souffle. Quelque chose qui paraît fou. Quelque chose qui contredit tout ce que nous croyons savoir sur la plus grande histoire d'amour de l'Empire ottoman. Et si le meurtrier était Süleyman lui-même? Je sais ce que vous pensez. C'est impossible. C'est l'homme qui a brisé 3 siècles de tradition pour l'épouser. L'homme qui lui écrivait des poèmes, l'homme qui l'appelait « ma lune et mon soleil », l'homme qui a fait exécuter son propre fils à sa demande. Cet homme n'aurait jamais pu tuer la femme qu'il a aimée pendant 35 ans. Mais regardons les faits, froidement, sans romantisme. L'année 1558. Süleyman a 64 ans. Il vieillit, la goutte le torture, sa santé décline. Le grand conquérant, le grand guerrier se transforme peu à peu en vieil homme malade. Et Urem est encore pleine d'énergie. Elle contrôle toujours tout, elle prend toujours les décisions, elle gouverne toujours à travers lui. Et Süleyman est fatigué. L'ambassadeur vénitien Bernardo Navaggero écrit en 1557 une observation choquante. Le sultan paraît épuisé. On dit que la Haseki sultan ne lui laisse aucun répit. Elle exige sans cesse, insiste, le pousse, et il ne souhaite plus s'occuper des affaires de l'État. Mais elle l'y oblige. Imaginez un instant, pendant 35 ans, vous aimez une femme. Mais peu à peu, cet amour se transforme en étouffement. Elle contrôle chacun de vos gestes. Elle décide qui sera vizir. Elle vous dicte la politique à suivre. Elle vous a même forcé à faire tuer votre propre fils. Et vous comprenez une chose terrible. Tant qu'elle est en vie, vous ne serez jamais libre. Mais ce n'est pas tout. Il y a encore autre chose. Quelque chose dont les historiens préfèrent ne pas parler à voix haute, mais qui existe dans les archives. Urem vieillit. Elle a déjà plus de 50 ans. Elle n'est plus la jeune beauté aux cheveux roux dont le jeune sultan était tombé amoureux. Et Süleyman reste un homme habitué au harem, aux jeunes concubines, à la variété. Mais Urem ne lui permet même pas de penser à d'autres femmes. Elle a purgé le harem. Elle a éliminé toutes ses rivales, elle l'a forcé à jurer qu'il n'appartiendrait qu'à elle.
Et il respecte ce serment pendant 35 ans, même quand il ne le veut plus. L'ambassadeur français Gabriel d'Aramon note un détail étrange. En 1555, le sultan regarde les jeunes esclaves du jardin avec mélancolie. Mais il est lié par son serment. Et la Haseki sultan est jalouse comme une tigresse. Que se passe-t-il dans l'esprit d'un homme qui vit pendant des décennies dans une cage dorée? Même si cette cage est construite avec de l'amour, un jour il commence à rêver de liberté. Et maintenant, la partie la plus terrifiante. Souvenez-vous du comportement de Sulayman après la mort d'Hurrem. Il ne vient pas lui dire adieu, il ordonne qu'on l'enterre immédiatement. Il interdit l'autopsie, il fait brûler toutes ses affaires. Est-ce là le geste d'un homme brisé par le chagrin? Ou bien celui d'un homme qui veut se débarrasser le plus vite possible de toutes les preuves? L'ambassadeur vénitien écrit une phrase qui glace le sang. Le sultan ne veut pas regarder le corps de sa femme, on dit qu'il craint que ses yeux morts ne l'accusent. L'accuser de quoi? De quoi des yeux morts pourraient-ils accuser? Et voici ce qui se passe ensuite. 6 mois après la mort de Hurrem, Sulayman prend une nouvelle concubine dans son harem, une jeune circassienne nommée Gulfem. Elle a 20 ans, elle est belle, douce, et elle ne cherche pas à contrôler le sultan. Pendant 35 ans, il est resté fidèle à une seule femme. Et 6 mois seulement après sa mort, il rompt cette fidélité. Pourquoi si vite? Pourquoi pas même l'apparence du deuil? Les chroniqueurs ottomans écrivent « Le sultan semblait avoir poussé un soupir de soulagement, comme si un lourd fardeau était tombé de ses épaules. Quel fardeau? Le fardeau d'un amour devenu obscur, le poids de la culpabilité de ne plus aimer ou la culpabilité de ce qu'il avait fait. Mais voici la chose la plus inquiétante. Sulayman possédait un pouvoir absolu sur tous ceux du palais, les médecins, les serviteurs, les cuisiniers. Il n'avait pas besoin d'empoisonner lui-même. Il lui suffisait de suggérer un simple mot, un simple regard à la bonne personne, et cette personne aurait compris. Elle l'aurait fait, par loyauté ou par peur, puis elle aurait disparu, récompensée généreusement, envoyée loin, très loin, comme ce médecin qui se retrouva à Venise, riche. Et personne n'aurait jamais connu la vérité, car qui oserait accuser le sultan, qui oserait même seulement y penser? L'historien français André Clos écrit une réflexion provocante dans ses études sur la cour ottomane. La plus grande histoire d'amour peut devenir la plus grande tragédie. L'amour peut se transformer en haine et la haine peut conduire au meurtre. Mais même si Sulayman ne l'a pas tué de ses propres mains, même s'il n'a jamais donné l'ordre, il reste une autre possibilité. Et s'il savait que quelqu'un préparait la mort du Hurrem, Makidevran, Mirima, Rustem, et s'il n'avait tout simplement rien fait, s'il ne l'avait pas arrêté, s'il ne l'avait pas prévenu, parce qu'au fond de lui, il le voulait. Il voulait la liberté, il voulait le silence, il voulait cesser de porter la culpabilité de la mort de Mustapha. Il voulait simplement vivre ces dernières années sans pression constante, sans contrôle, sans cet amour dévorant devenu un fardeau. Et quand Hurrem mourut, il ne lança aucune enquête, parce qu'il ne voulait pas connaître la vérité, parce que la vérité aurait pu être trop douloureuse, ou peut-être parce qu'il la connaissait déjà. Et maintenant, posez-vous une question. Quelle version était la plus terrible? Que Sulayman ait tué la femme qu'il aimait, ou bien qu'il ait cessé de l'aimer bien avant sa mort, et que cet amour se soit transformé en un lourd fardeau dont il rêvait secrètement de se libérer. Car la première est un crime, mais la seconde est une tragédie. La tragédie d'un amour qui a vécu trop longtemps et qui est mort bien avant que l'un des deux amants ne disparaisse. Et peut-être est-ce pour cela que Sulayman a enterré Hurrem si rapidement. Non pas parce qu'il l'avait tué, mais parce qu'il ne pouvait pas supporter de regarder ses yeux, même morts. Parce que ses yeux lui rappelaient un amour qui n'existait plus. 4 suspects, 4 mobiles, 4 possibilités et aucune preuve. Mais si je vous disais qu'il existe malgré tout des indices, simplement, il ne désigne pas une seule personne. Il semble pointer vers tout le monde à la fois. Commençons par les faits médicaux, les symptômes décrits dans les chroniques ottomanes. Vomissements violents, convulsions, douleurs abdominales insupportables, faiblesse progressive. La mort survient 3 jours plus tard. Le médecin vénitien Prospero Alpini, qui a étudié les dossiers médicaux de cette époque, arrive à une conclusion claire. Ce sont les symptômes classiques d'un empoisonnement à l'arsenic, un empoisonnement lent.
un poison administré en petites doses pendant plusieurs semaines, puis augmenté dans les derniers jours. L'arsenic était le poison le plus répandu de l'époque. On l'appelait la poudre des héritiers, parce qu'il servait souvent à éliminer des parents gênants. Il n'avait pas de goût, se dissolvait facilement dans la nourriture ou dans l'eau. Et ses symptômes pouvaient être confondus avec une maladie ordinaire, l'arme parfaite pour un meurtre parfait. Mais qui au palais avait accès à l'arsenic? La réponse va vous surprendre, presque tout le monde. L'arsenic était utilisé dans les cosmétiques. Les femmes du harem s'en servaient-tu pour blanchir leur peau? On le trouvait dans les pharmacies du palais. Les médecins l'utilisaient à petite dose comme médicament. Il était même présent dans certaines peintures qui décoraient les murs. Maïdevran pouvait s'en procurer grâce à ses contacts dans l'ancien palais. Mirima en possédait dans ses produits de beauté. Rustem pouvait obtenir n'importe quel poison grâce à ses agents. Et Suleyman contrôlait tous les apothicaires de la cour. Chacun d'eux aurait pu le faire. Mais il existe un détail qui obsède les historiens. Le médecin personnel d'Hurrem, Moïse Ben David. L'homme qui a essayé de la sauver pendant 3 jours. L'homme qui a vu tous les symptômes et qui a certainement compris qu'il s'agissait d'un empoisonnement. Puis, il disparaît le lendemain même de sa mort. Je vous ai déjà dit qu'il réapparaît à Venise, riche. Mais je ne vous ai pas encore dit le plus important. Les archives vénitiennes mentionnent son arrivée dans la ville. Et elles précisent qu'il avait apporté avec lui des documents, des papiers qu'il a déposés dans une banque vénitienne avec une instruction claire, ne pas ouvrir avant 100 ans. Que contenaient ces documents? Les historiens ont tenté de les retrouver. Mais ils ont découvert quelque chose d'étrange. 100 ans plus tard, lorsque la banque devait ouvrir le coffre, les documents avaient disparu. Quelqu'un les avait volés bien avant l'échéance. À qui importait-il à ce point de détruire le témoignage du médecin de la cour? Quel criminel était prêt à infiltrer une banque vénitienne des décennies plus tard pour effacer ses preuves? Ce n'était pas un simple vol, c'était l'effacement de l'histoire. Et maintenant, parlons de cette servante Esma, celle qui s'était rendue dans l'ancien palais 1 mois avant la mort d'Hurrem. Je vous ai dit qu'elle avait disparu après la mort de sa maîtresse, que l'on avait trouvé de l'or dans sa chambre. Mais je ne vous ai pas encore dit une chose, la police secrète ottomane, oui, elle existait, a tenté de la retrouver. Et savez-vous ce qu'ils ont découvert 2 ans plus tard? Dans un petit village près de la frontière perse, son corps, mort, elle avait été étranglée, d'une manière professionnelle, comme seuls des hommes entraînés savent le faire, des janissaires ou des bourreaux de la cour. Quelqu'un voulait absolument qu'elle se taise pour toujours. Mais avant de mourir, elle avait réussi à dire quelque chose à un imam du village. Les archives ottomanes contiennent son témoignage. La femme s'était confessée avant de mourir. Elle a dit qu'elle avait commis un terrible péché, qu'elle avait empoisonné sa maîtresse. Mais elle n'a jamais prononcé le nom de celui qui l'avait payée. Pourquoi? Avait-elle peur? Ou voulait-elle protéger quelqu'un? Ou peut-être ne connaissait-elle même pas le véritable nom de celui qui avait commandité le crime? Peut-être avait-elle simplement reçu l'argent et le poison par l'intermédiaire d'un messager. Et c'est ici que l'histoire devient encore plus troublante. Car si l'on rassemble tous les indices, on n'obtient pas une seule théorie. On obtient une conspiration. Et si Hurrem n'avait pas été tué par une seule personne, mais par plusieurs, et si c'était un complot, réfléchissez. Maïdevran voulait la vengeance. Mirima voulait la liberté. Rustem voulait le pouvoir. Suleyman voulait la paix. 4 personnes, 4 motivations différentes. Mais un seul résultat, la mort d'Hurrem. Et s'ils s'étaient unis? Pas ouvertement, bien sûr, peut-être même sans connaître les intentions des autres, mais chacun aurait joué son rôle. Maïdevran aurait soudoyé la servante et lui aurait donné le poison. La servante aurait commencé à empoisonner Hurrem lentement. Mirima aurait su, mais serait restée silencieuse. Rustem aurait éliminé le médecin qui pouvait révéler la vérité. Et Suleyman aurait fermé les yeux sur tout cela, avant d'ordonner d'enterrer sa femme le plus vite possible afin qu'aucune enquête ne commence. Le crime parfait, parce que tout le monde est coupable, mais personne ne l'est entièrement. Et si une enquête avait commencé, elle aurait mené à chacun d'eux. À Maïdevran, l'épouse disgraciée du sultan, à Mirima, sa fille bien-aimée, à Rustem, son grand vizir, et peut-être à lui-même. Voilà pourquoi il n'y eut aucune enquête. Voilà pourquoi tout fut étouffé si rapidement.
Voilà pourquoi toutes les traces furent effacées, parce que la vérité aurait détruit toute la famille impériale. Mais il existe encore un dernier indice, le plus terrifiant de tous. Vous vous souvenez que toutes les lettres d'Urem du dernier mois de sa vie avaient disparu. En réalité, pas toutes. En 1923, lorsque les archives de l'Empire ottoman fraîchement effondrées furent examinées, l'historien Halil İnalcık découvrit une feuille, une seule, perdue parmi d'autres documents, sans date, sans signature, mais l'écriture était reconnaissable. C'était celle d'Urem. Et sur cette feuille, il n'y avait qu'une seule phrase: « Je sais qui est le traître, mais je ne peux pas le dire, car cela détruirait tout ce que j'ai construit. » Que signifie cette phrase? Urem savait-elle qui préparait sa mort, mais ne pouvait rien dire. Pourquoi? Parce que cette personne était trop importante? Parce que la révélation aurait détruit la dynastie? Ou peut-être parce qu'elle aimait cette personne et ne pouvait croire qu'elle était capable d'une telle trahison? Ou peut-être parlait-elle de plusieurs personnes, de toute sa famille unie contre elle. Imaginez la scène, elle est couchée dans ses appartements. Elle sent le poison dévorer son corps de l'intérieur. Elle sait qui l'a fait. Mais elle se tait, parce qu'un cri ferait s'effondrer l'empire qu'elle a construit pendant 35 ans. Pouvez-vous imaginer une telle horreur? Mourir en connaissant la vérité, sans pouvoir la révéler. Mais le plus effrayant vient encore après. Cette feuille découverte par Halil İnalcık en 1923 disparaît des archives quelques mois plus tard. Quelqu'un l'a volée en 1923, 365 ans après la mort d'Urem. Quelqu'un veut encore que ce secret reste enterré. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez déjà compris une chose. Ce n'est pas seulement une histoire, c'est une enquête, un mystère où tous les suspects sont coupables et innocents à la fois. Et si vous voulez continuer à découvrir avec moi les sombres secrets de l'Empire ottoman, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Dans la prochaine vidéo, je vous raconterai une histoire encore plus terrifiante. Ce qui se passait réellement derrière les portes fermées du harem après minuit. Des rituels dont les manuels d'histoire ne parlent jamais. Et des femmes qui disparaissaient sans laisser de traces. Ne manquez pas cela. Ainsi, nous sommes arrivés à la fin. Au point où tous les fils devraient se rejoindre, au moment où le nom du meurtrier devrait être prononcé. Mais je ne le prononcerai pas, non pas parce que je ne le veux pas, mais parce que je ne le peux pas. Car après 6 mois de recherche dans les archives, après l'étude de centaines de documents, après des consultations avec les plus grands historiens spécialistes de l'Empire ottoman, je suis arrivé à une seule conclusion. Nous ne connaîtrons jamais la vérité. Et vous savez quoi? Peut-être est-ce mieux ainsi. Parce que la vérité pourrait être si terrible qu'elle ferait s'effondrer en un instant tout ce que nous croyons savoir sur l'une des plus grandes histoires d'amour de l'histoire. Repassons encore une fois les suspects en revue. Mahidevran, la femme qui a tout perdu à cause d'Urem. Elle avait un mobile, la vengeance pour son fils. Elle avait l'opportunité, une servante corrompue. Elle avait les moyens, richesse et relations. Après la mort de Urem, elle trouva enfin la paix. Simple coïncidence? Ou bien la justice avait-elle été rendue? Mirima, la fille qui a vécu toute sa vie dans l'ombre de sa mère. Son mobile, la liberté face à un contrôle étouffant. Elle avait l'opportunité, un accès illimité aux appartements d'Urem. Elle avait les moyens, le savoir et la richesse. Après la mort de sa mère, elle s'épanouit. Libération? Ou résultat d'un meurtre soigneusement préparé? Rustem Pacha, génie des intrigues. Maître des poisons, l'homme de l'ombre, son mobile, le pouvoir sans les fils d'une marionnette, il avait l'opportunité, l'accès à tous les poisons de l'Empire. Il avait les moyens, un réseau d'espions et d'assassins. Après la mort d'Urem, il devint le véritable dirigeant. Le crime parfait d'un criminel parfait, et enfin, Suleyman, le suspect le plus impensable. Son mobile, se libérer d'un amour devenu une prison. Son opportunité, un pouvoir absolu. Ses moyens, le contrôle de tous ceux qui vivaient au palais. Après la mort d'Urem, il sembla respirer de soulagement. La tragédie d'un amour éteint ou un meurtre de sang-froid, 4 versions, et chacune peut être vraie. Mais si la vérité se trouvait quelque part entre toutes ces versions, et si ce fut une conspiration où chacun joua son rôle sans même connaître les actions des autres? Imaginez ce scénario, Mahidevran corrompt la servante Esma et lui donne un poison lent. Esma commence à le mélanger à la nourriture d'Urem, en petites doses. Urem se sent fatigué, malade, mais attribue cela à l'âge.
Pendant ce temps, Mirima remarque que sa mère s'affaiblit. Elle devine ce qui se passe, mais elle se tait, parce qu'au fond d'elle, elle s'en réjouit, parce que c'est sa chance de devenir libre. Rustem aussi remarque quelque chose, ses espions lui parlent d'une servante étrange, d'une visite au vieux palais. Il pourrait arrêter tout cela, mais il ne le fait pas, parce que c'est sa chance d'obtenir le pouvoir. Et Suleyman voit Hurrem s'affaiblir. Les médecins chuchotent, les courtisans évitent de son regard. Il pourrait ouvrir une enquête, ordonner une autopsie, trouver les coupables, mais il ne fait rien. Il ferme simplement les yeux, parce qu'au fond de lui, il est fatigué, parce qu'il veut le silence, parce que l'amour est mort bien avant la mort de celle qu'il aimait. Et quand Hurrem meurt dans l'agonie, chacun d'eux ressent un soulagement, et chacun d'eux ressent aussi de la culpabilité. Voilà pourquoi elle fut enterrée si vite. Voilà pourquoi les preuves furent détruites. Voilà pourquoi il n'y eut aucune enquête, parce que tous étaient coupables. Et c'est précisément pour cela que personne ne l'était entièrement. Car le crime parfait n'est pas celui où il n'y a aucun coupable. Le crime parfait est celui où les coupables sont trop nombreux pour accuser quelqu'un. Mais il existe encore une autre possibilité, la plus simple, et peut-être la plus probable. Et si Hurrem était réellement morte d'une maladie? Et si tout cela n'était qu'une infection soudaine? Une maladie de l'estomac, quelque chose de parfaitement naturel. Au XVIe siècle, les gens mouraient de telles choses tout le temps. La médecine était primitive. Les antibiotiques n'existaient pas. Peut-être que toutes ces étrangetés, les funérailles précipitées, les lettres détruites, le médecin disparu, ont une explication bien plus simple. Peut-être que Suleyman ne pouvait simplement pas supporter la vue du corps sans vie de la femme qu'il aimait. Peut-être que les lettres ont été détruites pour une autre raison. Peut-être qu'elles contenaient des confidences trop intimes, quelque chose qu'il ne voulait pas rendre public. Peut-être que le médecin a simplement fui par peur d'être accusé de ne pas avoir réussi à sauver la Hazeki sultane. Dans l'Empire ottoman, les médecins malchanceux étaient parfois exécutés. Peut-être que la servante est réellement allée voir Makidevran, mais pour une toute autre raison. Peut-être qu'elle portait simplement un message. Peut-être que Mihrima s'est épanouie après la mort de sa mère, non pas parce qu'elle l'avait tuée, mais simplement parce que le cours naturel de la vie l'avait libérée du contrôle maternel. Peut-être que Rustem est devenu plus puissant tout simplement parce qu'un rival avait disparu. Peut-être que tout cela n'est qu'une coïncidence. Une coïncidence que nous avons transformée des siècles plus tard en conspiration. Parce que c'est plus fascinant ainsi. Parce que l'esprit humain fonctionne ainsi. Nous cherchons des motifs même là où il n'y en a pas. Nous voyons des complots là où il n'y a qu'un tragique hasard. Et voilà la véritable énigme. Pas celle de savoir qui a tué Hurrem, mais de savoir si elle a réellement été tuée. Car tous les indices peuvent être interprétés de deux manières. Ils peuvent indiquer soit un meurtre parfaitement planifié, soit une mort naturelle entourée de circonstances étranges, mais explicables. Et nous ne connaîtrons jamais la vérité. Parce que tous les témoins sont morts depuis 400 ans, parce que tous les documents ont été soit détruits, soit cachés si profondément qu'on ne les retrouvera jamais. Il ne reste que des questions. Pourquoi Suleyman n'est-il pas venu dire adieu à la femme qu'il avait aimée pendant 35 ans? Pourquoi toutes les lettres d'Hurrem du dernier mois de sa vie ont-elles disparu? Pourquoi le médecin a-t-il fui l'Empire et reçu une énorme somme pour son silence? Pourquoi la servante qui aurait pu connaître la vérité a-t-elle été tuée 2 ans après la mort d'Hurrem? Pourquoi les 4 principaux suspects ont-ils tous profité de sa mort? Et la question la plus importante, que contenait la lettre qu'Hurrem n'a jamais eu le temps d'envoyer? Je sais qui est le traître. Qui voulait-elle dire? Je vais vous donner mon opinion personnelle, non pas comme historien, mais comme quelqu'un qui s'est plongé dans cette histoire pendant 6 mois. Je pense que Hurrem a été empoisonné, trop de coïncidences, trop de comportements suspects, trop de traces soigneusement effacées. Mais qui l'a fait? Je crois que nous posons la mauvaise question. La bonne question serait plutôt « qui n'y a pas participé ?» Et j'ai peur que la réponse soit « personne ». Mahidevran a fourni le poison. La servante l'a administré. Mirima s'est tue. Rustem a couvert l'affaire. Suleyman a fermé les yeux. Un meurtre collectif. Une culpabilité collective. Un silence collectif. Et c'est précisément pour cela que ce crime n'a jamais été résolu. Parce que le résoudre aurait signifié détruire toute la famille impériale.
anéantir la dynastie, révéler au monde que la plus grande histoire d'amour de l'Empire ottoman ne s'est pas terminée par une tragédie, mais par une trahison. Et ils ont choisi le silence. Maintenant, c'est à vous. Je vous ai raconté tout ce que je sais. Je vous ai montré tous les indices, toutes les versions, tous les soupçons. Selon vous, qui a tué Hürrem Sultan? Ou bien est-elle morte de sa mort naturelle? Et sommes-nous simplement en train d'imaginer un complot? Écrivez votre version dans les commentaires. Qui est coupable? Mahidevran, dévoré par le désir de vengeance? Mirima, qui rêvait de liberté? Rustem, avide de pouvoir? Ou Suleyman lui-même, fatigué d'un amour devenu une prison? Ou peut-être sont-ils tous coupables? Ou peut-être personne? Je lirai chaque commentaire, car peut-être que l'un d'entre vous verra ce que moi j'ai manqué. Peut-être qu'ensemble nous nous rapprocherons un peu plus de la vérité. Et si cette histoire vous a captivé autant qu'elle m'a captivé, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like, partagez cette vidéo, car de telles histoires ne doivent pas être oubliées. Hürrem fut l'une des femmes les plus puissantes de l'histoire. Elle a changé l'Empire ottoman, elle a défié les traditions, elle a aimé, et elle a été aimée. Et elle est morte dans la souffrance, peut-être trahie par ceux en qui elle avait le plus confiance. Elle mérite que son histoire soit racontée, même si nous ne saurons jamais comment elle s'est réellement terminée. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. À très bientôt dans la prochaine vidéo. Et souvenez-vous, dans l'histoire de l'Empire ottoman, il n'y a pas d'innocents. Il n'y a que ceux dont les crimes n'ont pas encore été révélés.